Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue à Philo au bain. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Thibaut Faraus dans le cadre de ces Philo au bain, en l'occurrence la première édition de 2024, première rencontre de 2024. Vous trouvez le programme ici au cas où. Aujourd'hui, on va donc parler des droits des écosystèmes, des droits de la nature, éventuellement aussi de la personnification de la nature au niveau juridique, mais peut-être aussi au niveau plus large. Avant d'y arriver, Thibaut, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter ? Oui, tout à fait. Merci Eric pour l'invitation et merci à l'assaut des Bains des Paquis aussi. Thibaut Faraus, je travaille à l'Office français de la biodiversité, qui est une administration sous tutelle du ministère de l'Environnement en France. Et aujourd'hui, je viens pas dans le cadre de mes fonctions professionnelles, mais pour vous présenter un travail que j'ai mené pendant mes études en master sur la question effectivement des droits de la nature et de la personnification juridique des écosystèmes. Donc voilà, c'était un mémoire que j'ai rédigé en première année de master à Sciences Po Lyon. Et voilà, du coup, c'est le sujet de nos discussions aujourd'hui. Exactement, donc on va partir de ce bouquin, Les écosystèmes ont-ils des droits? La personnification de la nature comme traduction juridique des communs. Ça a l'air assez complexe comme ça, mais on va décortiquer le tout. Peut-être commençons par le commencement, forcément. Pourquoi s'intéresser à ce genre de sujet? Pourquoi les droits? Pourquoi les droits des écosystèmes ou de la nature? Parce que c'est une manière, je pense, déjà c'est un peu provocateur de se dire qu'on peut accorder des droits à un fleuve ou à une forêt. Généralement, c'est une idée qui va pas forcément de soi, surtout dans nos systèmes juridiques très cloisonnés entre les humains d'un côté, la nature de l'autre. Et du coup, se dire qu'on peut potentiellement accorder des droits à la nature, c'est une manière de décentrer le regard et de questionner les représentations qu'il y a derrière notre droit de l'environnement, mais notre droit plus large, qui est fondé, comme je disais, sur une dualité vraiment stricte entre les personnes d'un côté, c'est-à-dire généralement les humains ou tout ce qui est les humains plus, donc les entreprises aussi, les sociétés, les établissements publics, et puis de l'autre, la nature qui est généralement cantonnée au rôle d'objet de droit, objet de propriété des humains, à la libre disposition des personnes humaines. Donc s'intéresser aux droits des écosystèmes, de la nature de manière générale, c'est une manière de se questionner sur la représentation du vivant qui sont charriées par le droit de l'environnement et notre système juridique de manière générale. Et on va y arriver dans quelques minutes, mais donc c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'il y a la création de nouveaux outils juridiques qui jusque-là sont pas disponibles parce que pas applicables à d'autres entités non humaines ou non directement en lien avec les humains. Oui, tout à fait. Le droit aujourd'hui, moi je suis français, donc je vais pas partir du cas français, mais le code civil aujourd'hui en France, il est constitué de deux livres majeurs, on va dire. Donc d'un côté, le premier livre qui est les personnes, et qui a trait du coup aux humains, aux personnes humaines ou aux entreprises, aux personnes morales, donc ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. Et puis le deuxième livre, c'est les biens, et donc dans les biens, c'est tout ce qui n'est pas des personnes, donc c'est une catégorie résiduelle, donc c'est vraiment une définition, ce qu'on appelle une définition anthropocentrée de la nature, c'est-à-dire qu'on prend les humains en premier, et puis derrière, on va dire que la nature, c'est tout ce qui n'est pas les humains. Et le système juridique aujourd'hui en France consacre un lien de subordination entre les biens et les personnes. C'est-à-dire les animaux, par exemple, sont dans la catégorie des biens. Alors on va dire que c'est des biens doués de sensibilité, mais ça reste quand même dans la catégorie des biens. Donc c'est-à-dire qu'ils sont soumis à la propriété, au droit de propriété des personnes humaines sur les biens. Et la question des droits de la nature, des droits des écosystèmes, justement vise à décentrer un peu le regard et à se dire que la nature, c'est peut-être pas forcément qu'un objet de propriété à la libre disposition des intérêts humains, mais ça peut aussi être une personne juridique. Donc on pourra voir un peu ce que ça implique. Mais l'idée, c'est de partir du concept de personne juridique qui est pas forcément justement essentialisé sur la personne humaine. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être reconnue comme personne juridique. Donc les juristes ou les philosophes qui ont travaillé cette question se sont dit pourquoi une entreprise pourrait être reconnue personne juridique pour avoir des droits, c'est-à-dire une personne juridique, c'est quelqu'un qui peut agir en justice pour défendre ses droits propres. Donc pourquoi Total pourrait aller devant un tribunal pour défendre ses droits propres, et pourquoi la forêt ou le fleuve ou la montagne qui est directement impactée par des projets d'hydrocarbures ou autres ne pourrait pas elle aussi faire valoir ses droits
à vivre, à exister, à ne pas être pollué, son droit à l'équilibre, à ses équilibres écologiques. Pourquoi elle ne pourrait pas défendre ces droits-là en justice, en son nom propre, au-delà de tout lien de rattachement à un droit de propriété humain? Ouais, et on y reviendra dans quelques minutes. Parce une réponse rapide, ce serait de dire, il y a un grand chef, un PDG chez Total qui pourrait faire valoir ses droits, alors que pour la nature, c'est peut-être plus complexe. Mais on y reviendra Ouais, tout à fait, ouais. dans quelques minutes. Mais, donc finalement, la question de base, qui est une question que tu poses dans ton bouquin relativement au début, c'est à quoi la personnification juridique de la nature cherche-t-elle à répondre? Alors ici, on entend déjà un peu dans l'entreligne dans ce que tu as dit, mais tu peux peut-être expliciter un peu? Pour moi, c'est une idée qui vise à répondre à cette infériorisation en fait, de la nature, que ce soit dans le système juridique. Donc on l'a vu dans le code civil, par exemple, la nature est vraiment objet de propriété des personnes humaines. Mais c'est valable aussi, le droit, c'est pas une sphère autonome de la société. Donc le droit, il régule les relations sociales, les relations économiques, c'est ce qui encadre notre système économique. Et donc avoir une nature complètement infériorisée dans notre système juridique, ça permet aussi derrière de l'exploiter sans limite, de donner des droits aux humains, d'exploiter de manière illimitée les écosystèmes. Et donc cette infériorisation de la nature dans le système juridique, elle se retrouve aussi dans notre système économique, où on voit que la nature généralement n'est valorisée que en tant qu'elle participe à l'accumulation de profits, en fait. C'est-à-dire que quand la nature qui n'est pas exploitable, généralement, elle n'est pas valorisée dans le système économique. On le voit aujourd'hui, par exemple, en France, on a un mouvement de mobilisation paysanne assez important. Il y a une question qui émerge, c'est la question des haies, par exemple. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent, nous, on veut bien conserver des haies sur nos parcelles, mais par contre, les haies, pour nous, elles ne sont pas valorisables économiquement. C'est-à-dire que c'est du profit en moins, c'est de la culture en moins, parce que si on va laisser pousser des haies sur le côté du champ, ça va être de la betterave ou du blé qu'on va faire en moins. Et donc on voit bien là que, que la nature n'est valorisée que quand elle peut participer à un gain de profit pour les humains. Ou alors, il faut la valoriser économiquement, même quand il n'y a pas de profit associé. C'est ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire de dire, ces haies sont importantes pour nous, mais donc on va les monétariser, leur donner une valeur financière pour pouvoir compenser la perte de profit. Donc on est un peu dans cette vision aussi de la nature monétarisée dans notre système économique. Et puis derrière, c'est une vision plus large, une vision du monde qui scinde les humains de la nature. C'est ce que des travaux en anthropologie de la nature ont montré, ce que Philippe Descola par exemple appelle le naturalisme, c'est-à-dire que dans nos sociétés occidentales modernes, on considère la nature comme quelque chose d'extérieur aux humains. On ne considère pas du tout les humains comme partie prenante ou partie intégrante de la nature, et on n'a pas toujours fait comme ça. Dans le passé, on a pu avoir des relations différentes aux écosystèmes, que cette relation vraiment néfaste d'infériorisation de la nature. Et puis on fait aussi autrement ailleurs dans le monde. Il y a des sociétés, on pourra le voir en Nouvelle-Zélande par exemple, qui justement se sont dit, nous on veut on a une relation différente à la nature et au fleuve. Dans la loi néo-zélandaise qu'on pourra expliquer sur le fleuve Wanganui, c'est écrit texto dans la loi que le principe qui régit cette loi, c'est « je suis la rivière et la rivière est moi ». Et donc ça montre bien qu'on a une vision que dans cette société en Nouvelle-Zélande, les gens ont une manière de se relier à la nature qui est différente de la nôtre. Ils ont voulu le traduire dans le droit, et ça a pu prendre la forme de justement donner des droits à la nature, aux fleuves, aux montagnes. Donc c'est une idée qui vient un peu de ce constat-là qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la nature est complètement dévaluée, que ce soit de manière juridique, économique ou philosophique dans notre société occidentale actuelle. Ouais. Et justement, repartons sur ces exemples concrets, parce que ça peut-être aussi aide à mettre le doigt sur quelque chose de plus palpable. Les premiers exemples dans ton livre, tu le dis, ont été des échecs parce que trop globalisants. Tu peux peut-être revenir sur ces premiers exemples, cette première tentative de personnification de la nature. Et puis je peux peut-être même revenir sur l'idée originale. Volontiers, absolument. Avant d'être traduit dans des textes juridiques, c'est une idée qui a émergé dans les années 70 dans un article écrit par Christopher Stone, qui est un juriste américain.
et qui a écrit en fait un article qui s'appelle les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Et en gros, il a écrit cet article dans un contexte assez spécifique où il y avait un projet d'aménagement d'une forêt en fait dans une vallée californienne. Donc en gros, c'est la Walt Disney Company qui avait un projet de créer une station de ski dans une forêt, dans une vallée californienne. Et pour construire cette station de ski, ils devaient construire une autoroute et donc raser une forêt de séquoia. Et cette forêt de séquoia avait le malheur en fait de ne pas être dans les limites du parc national de Séquoia, le Sequoia National Park. Et du coup, il n'y avait pas de statut juridique de protection associé à cette forêt. Et donc en fait, une association de protection de la nature, le Sierra Club s'est dit, bon bah, il n'y a pas de statut de parc national sur cette forêt. Du coup, la seule manière de protéger cette forêt, c'est d'agir en justice et de demander au ministère de l'Intérieur de stopper les travaux. Parce que c'est un écosystème écologique, il y a des enjeux écologiques majeurs avec ces séquoias centenaires qui vont être rasés juste pour faire un complexe hôtelier et une station de ski. Du coup, ils ont attaqué les autorités locales, ils ont obtenu gain de cause, donc les travaux ont dû être stoppés. Et ensuite, les autorités locales ont fait appel et l'association a perdu en appel parce que le juge a considéré que l'association n'avait pas d'intérêt à agir. C'est-à-dire que ce n'étaient pas eux les propriétaires des parcelles de forêt. Et que du coup, comme ce n'étaient pas eux les propriétaires, ils n'avaient aucune raison d'agir en justice pour protéger cette forêt. Et donc ils ont perdu, et l'association a fait appel, et ça allait devant la Cour suprême des États-Unis en 1972. Et la Cour suprême, du coup, a dû juger de l'intérêt à agir de l'association. Donc la question qui était posée, c'était est-ce qu'une association de protection de la nature peut agir en justice pour défendre une forêt, même si ce n'est pas elle qui est propriétaire de cette forêt. Et donc, pendant la période de délibération autour de ce dossier, il y a un juriste californien, Christopher Stone, qui s'est dit je vais écrire un article pour poser un peu dans le débat et défendre cette idée que, en fait, la question, on devrait dépasser le droit de propriété. La question, c'est pas est-ce que, du coup, on doit agir en justice parce que je suis propriétaire de cette forêt ou pas, mais on devrait reconnaître des droits aux arbres, aux forêts de manière générale, pour leur garantir. Pour garantir une forme d'égalité des armes juridiquement, en gros, que la nature puisse se défendre, même quand elle n'est pas propriété des humains. Et du coup, il a écrit un article un peu provocateur pour l'époque qui s'appelait « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» et qui défendait cette idée d'accorder des droits en propre à la nature pour qu'elle puisse agir en son nom, c'est-à-dire que la forêt, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais que la forêt puisse défendre ses droits en son nom propre, pour un préjudice qu'elle aurait subi, donc pas pour un préjudice économique, c'est-à-dire c'est pas le propriétaire qui vient en disant voilà, vous avez rasé ma forêt, du coup j'ai perdu X $, mais c'est la forêt qui vient pour dire voilà, vous avez rasé vous m'avez rasé, donc il y a un préjudice écologique flagrant, vous avez attenté aux équilibres de l'écosystème, à son intégrité, à sa capacité à se régénérer dans le temps, et de pouvoir obtenir réparation à son profit et pas au profit du propriétaire. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était de détacher le préjudice écologique du lien de propriété humaine. Et donc il a écrit cet article qui n'a pas eu de répercussions directes parce que la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait pas d'intérêt à agir de l'association, donc Walt Disney a obtenu gain de cause. In fine, le projet ne s'est pas fait pour d'autres raisons. Mais c'est un peu la première graine de cette idée d'accorder des droits à la nature, aux écosystèmes, qui a quand même influencé un des juges de la Cour suprême, le juge Douglas, qui s'est dit moi je me détache du jugement majoritaire de la Cour, et il a rendu ce qu'on appelle une opinion dissidente où il défendait l'idée d'accorder des droits aux glaciers, aux montagnes, aux forêts, aux arbres, pour sortir de cette logique dont on a parlé, de placer la nature vraiment comme simple objet de propriété, mais quand même de reconnaître aux écosystèmes américains leur droit à exister et à vivre. Et du coup, c'est une idée qui est apparue dans les années 70, qui n'a pas produit d'effets concrets directement, mais qui a quand même suscité des débats intellectuels entre juristes, philosophes dans les années 80-90, jusqu'à arriver effectivement aux premières initiatives que tu mentionnais tout à l'heure de personnification de la nature dans les constitutions en Équateur ou en Bolivie, donc à la fin des années 2000, où par exemple dans la constitution équatorienne de 2007, on reconnaît le droit de la Pachamama, la terre-mère, à vivre, à ne pas être pollué, son droit à la protection, à la restauration, à la conservation. Mais c'est effectivement une approche assez globalisante où on reconnaît la nature un peu avec un grand N. C'est pas on reconnaît telle montagne, tel fleuve. C'est une approche un peu globale.
Donc on a reconnu ça en Équateur en 2007 et puis ensuite en Bolivie, une loi en 2010 qui a également reconnu le droit à la Pachamama, ces droits-là. Tout ça dans un contexte postcolonial de reconquête aussi par les communautés autochtones de leurs droits et sur les écosystèmes. Voilà, il y a beaucoup de travaux d'anthropologie qui ont documenté le rapport différent que peuvent avoir des communautés autochtones à la nature hein, et qui ne sont pas forcément dans la séparation stricte entre les humains d'un côté, la nature de l'autre, mais qui peuvent avoir des relations différentes aux humains, aux non-humains, aux plantes, aux animaux. Et donc cette reconnaissance de droit à la Pachamama s'est faite dans ce contexte-là et a pu produire des effets quand même. On a des exemples de procès. Par exemple, la rivière Vilcabamba qui a pu obtenir gain de cause contre un projet autoroutier qui constituait une atteinte manifeste aux équilibres écologiques de la rivière. Et du coup, certains citoyens se sont saisis de ces droits de la nature, sont allés devant le juge, ont dit écoutez, regardez, là, on a une constitution, donc qui est quand même le texte central dans tout système juridique, qui est la loi suprême, qui reconnaît des droits à la nature. Et puis à côté, on a un projet autoroutier qui manifestement va à l'encontre du droit du fleuve à son libre écoulement. Et donc on va attaquer en justice l'entreprise qui porte atteinte à ces droits. Et ils ont pu obtenir gain de cause. Donc il y a quelques cas comme ça, le cas aussi d'une pisciculture, d'un projet de pisciculture par exemple qui constitue une atteinte manifeste à un écosystème de mangrove. Donc il y a pu avoir quelques victoires juridiques, mais effectivement c'est pas non plus une victoire nette, puisqu'on a toujours autant de projets extractivistes en Bolivie ou en Équateur, et on avait en fait les juges généralement n'ont pas forcément su comment traduire concrètement ces droits de la nature. C'est-à-dire que c'est des droits un peu abstraits et ils n'étaient pas formés, ils n'ont pas vraiment été accompagnés justement dans la mise en œuvre concrète de ces droits sur le terrain. Et du coup, c'était assez difficile pour les juges de traduire ça dans les faits. Et puis effectivement, le fait de reconnaître une nature un peu globalisante sans circonscrire ça à certains écosystèmes, c'est-à-dire de ne pas avoir de représentation juridique de la nature. Il n'y avait pas des gens qui devaient parler au nom de la nature, contrairement à, on le verra, en Nouvelle-Zélande ou en Colombie, où on a reconnu des fleuves ou des montagnes personnes juridiques, et du coup derrière on a reconnu des gens qui étaient gardiens de ces écosystèmes et qui du coup parlent au nom de la rivière. Ça, c'était pas le cas en Équateur ou en Bolivie, donc je pense que ça n'a pas permis non plus une bonne application de ces nouveaux droits qui ont été créés pour la nature. N'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions, que ce soit en ligne ou ici, vous réagissez. Autrement, on continue. Donc justement, ce côté un peu trop globalisant, peut-être trop flou, trop vague, difficulté à l'appliquer. Peut-être aussi on peut imaginer un manque de formation, je sais pas, au niveau des juges, au niveau du niveau légal. Puis les choses commencent dans ce que tu dis au niveau de l'historique, les choses que changent de manière un peu plus prononcée avec l'arrivée des initiatives plus localisées, comme notamment tu en parlais tout à l'heure avec la Nouvelle-Zélande. Oui, tout à fait. Donc, suite à ces reconnaissances en Équateur ou en Bolivie, et puis également en Nouvelle-Zélande, il y avait aussi des enjeux postcoloniaux liés à la reconnaissance des droits des Maoris, des droits ancestraux qu'ils avaient sur les fleuves, les forêts, les montagnes, des droits qui avaient été complètement spoliés au fil du temps. On a effectivement en Nouvelle-Zélande en 2017 une loi qui est votée par le Parlement, du coup, qui a effectivement aussi un impact juridique assez fort, qui va reconnaître le fleuve Wanganui, donc qui est le deuxième fleuve de Nouvelle-Zélande, personne juridique, entité vivante dotée de droits propres, et qui va lister ensuite tous les droits de la rivière. Donc, on les a cités tout à l'heure, le droit déjà de s'écouler librement, le droit à ne pas être pollué, le droit d'être restauré en cas d'atteinte, et qui va avoir une approche vraiment très intégrée de la rivière. C'est-à-dire qu'avec la colonisation et l'arrivée des Anglais en Nouvelle-Zélande, la rivière a été complètement morcelée. C'est-à-dire qu'on a divisé la rivière entre le lit, l'eau, les masses d'eau, les berges du fleuve, et tout ça morcelé avec des droits de propriété privée. Et la reconnaissance qui est dans cette loi de 2017 de droit au Wanganui a vraiment une approche intégrée du fleuve et le reconnaît
comme entité vivante et indivisible du glacier jusqu'à l'embouchure. Et donc a vraiment une approche écologique de ce qu'est un fleuve. C'est-à-dire un fleuve, normalement, c'est pas une collection de droits de propriété privés sur des masses d'eau ou sur des berges, mais c'est un écosystème vivant qui coule effectivement des glaciers jusqu'à l'estuaire, et qui inclut les berges, les masses d'eau, mais qui inclut aussi la biodiversité, les oiseaux, les plantes, et puis aussi les humains qui vivent sur les berges. Et donc on a vraiment eu cette reconnaissance de droit au fleuve, et de reconnaître le fleuve comme une personne juridique, c'est-à-dire capable d'agir en justice au nom de ses droits propres. Et la nouveauté par rapport aux initiatives en Équateur ou en Bolivie qu'on mentionnait, c'est que on a nommé des gardiens du fleuve. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit la nature a des droits et puis derrière vous faites comme vous voulez ou vous vous débrouillez. Mais on a nommé plusieurs instances qui parlent au nom du fleuve. Et donc l'instance principale, c'est une instance constituée de un représentant nommé par l'État et un représentant nommé par les communautés maoris. Donc ce qui dit bien comment ce processus-là est lié au processus de reconquête par les populations maoris de leurs droits sur le fleuve. Et en gros, cette instance qui s'appelle Te Putupua en maori doit prendre les décisions en fait au nom du fleuve, donc ils doivent agir comme s'ils étaient le fleuve. Donc ça peut paraître un peu bizarre pour nous qui avons une vision très anthropocentrée de la nature, quoi. Mais comme on le disait tout à l'heure, dans la loi néo-zélandaise, c'est écrit « Je suis la rivière et la rivière est moi ». Et ça, c'est le principe directeur de la loi. C'est-à-dire que dans la cosmologie maori, dans la manière dont les Maoris se représentent le fleuve historiquement, ils ne considèrent pas les humains à part du fleuve, les humains d'un côté, la nature de l'autre, et puis les humains qui ont des droits de propriété, d'exploitation sur le fleuve. Mais ils considèrent le fleuve comme l'ancêtre commun de tous les vivants qui vivent sur les berges. Et c'est à ce titre-là que ça a été facile, entre guillemets, pour eux de reconnaître le fleuve comme personne juridique, parce que pour eux, le fleuve était déjà une forme de personne sacrée. C'était déjà un ancêtre commun, la matrice commune des animaux, des plantes, des humains. Et de ce fait-là, ça a été facilité pour eux de se dire, en fait, comme c'est une personne, on va la reconnaître comme telle dans le droit. Et c'est aussi pour ça que les Maoris sont reconnus comme communauté légitime de représentation du fleuve, parce que c'est eux, historiquement, et qui ont des droits ancestraux autour du Wanganui. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de reconnaître des droits et de la capacité d'agir en justice, derrière le fait de reconnaître ces droits et de reconnaître le fleuve comme personne juridique, c'est une manière aussi de repenser les usages du fleuve. C'est-à-dire c'est pas symbolique, c'est pas juste on reconnaît le fleuve comme personne, mais c'est une manière de se dire en fait quels usages du fleuve sont autorisés, lesquels ne le sont pas. Comment on en débat collectivement. Donc il y a vraiment une question démocratique derrière. C'est pas on reconnaît la nature un peu sur un piédestal et derrière les humains, en fait on renverse juste l'infériorisation, c'est-à-dire maintenant c'est les humains qui sont asservis à la nature. C'est pas du tout ça. C'est vraiment inclure les humains au centre de la loi et de la représentation du fleuve. Et du coup on a cette instance Te Putupua qui parle en nom du fleuve, mais derrière elle est conseillée par une autre institution qui réunit les associations de pêcheurs, les associations de sport de pleine nature, les agriculteurs, les Maoris, qui débattent aussi collectivement de leurs usages. Et derrière, donc qui correspond un peu au temps court des intérêts humains. Et derrière, on a l'instance Te Putupua qui fait un peu le filtre et qui représente le temps long des intérêts de la rivière, donc des intérêts, des équilibres écologiques du fleuve, et qui va un peu faire le filtre entre telles activités sont compatibles avec un usage durable de la rivière et telles autres ne le sont pas. Donc c'est ce que peut permettre la reconnaissance de droit à la nature. Alors ça ne veut pas dire que c'est parfait. On pourra aussi voir les limites de ces initiatives. Il y a encore des industries, des barrages le long du fleuve, donc tout n'a pas changé du jour au lendemain. Mais le regard, en tout cas, que le droit porte sur la nature a changé dans cet endroit du monde et est en train d'essaimer aussi un peu sous d'autres latitudes, y compris européennes, on pourra en parler. Et c'est intéressant de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire de la nature ou avec la nature, mais ça veut dire que par défaut, on va prendre en compte les intérêts du fleuve, alors que jusqu'ici, par défaut, on prend plutôt en compte les intérêts économiques liés au fleuve.
Ouais, parce que justement, en tout cas, on sort en effet de cette dualité, parce que jusque-là, on voyait vraiment les choses comme une espèce de dualité, les droits des humains versus les droits de la nature, et puis, en tout cas, dans l'esprit de beaucoup, accorder plus de droits à la nature, c'est accorder moins de droits à l'humain, et puis inversement. Ouais. Donc on essaie d'avoir une espèce de construction commune là derrière. Oui, tout à fait. Justement, une critique qui est souvent adressée à ces mouvements de reconnaissance de droit à la nature, c'est que bon, c'est des critiques qui sont généralement adressées aux mouvements écologistes de manière plus large, mais c'est de mettre la nature sur un piédestal, quoi, en fait, de ne pas avoir de regard sur les humains, quoi. Donc de vraiment inférioriser les humains par rapport à la nature. Enfin, on le retrouve aussi dans beaucoup d'autres domaines. Tout ce qui est les Khmers verts, les écoterroristes, etc. C'est un peu aussi dans cette logique-là, quoi. Que en fait, les écolos, ils aimeraient juste faire primer les intérêts de la nature, le droit d'une grenouille à vivre par rapport au droit d'un humain à vivre. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, quand on regarde finement la manière dont se déploient les droits de la nature en Nouvelle-Zélande, en Colombie ou ailleurs. Mais effectivement, les humains en fait sont au cœur du processus, puisque dire qu'un fleuve a des droits, une forêt a des droits, ça peut paraître bizarre. Et effectivement, la forêt va pas se pointer dans un tribunal pour dire vous m'avez attaqué, je vais défendre mes droits. Il faut forcément une traduction, une représentation humaine de la nature. Et donc dans ces processus de reconnaissance de droits, on l'a dit, les humains sont au cœur du processus, puisque c'est les communautés humaines qui sont reconnues légitimes pour parler au nom de la nature. Mais cette parole doit être encadrée par les droits qu'on reconnaît aux fleuves et aux forêts. Mais les humains sont vraiment reconnus comme les humains et les humaines sont vraiment reconnus comme légitimes pour parler au nom de la nature, et donc sont complètement inclus dans le processus de représentation de la nature et de conciliation des usages de la nature. Encore une fois, le fait de reconnaître des droits à la nature, c'est pas mettre la nature sous cloche, c'est pas dire on peut plus rien faire, parce que quand on regarde par exemple les droits humains, on a tous des droits fondamentaux. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Inaliénables. Voilà, on a des droits, oui, tout à fait. On est propriétaire de notre corps. Nous sommes souverains de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire avec les êtres humains. Il y a des atteintes qui sont reconnues légitimes aux droits humains. Le fait de mettre quelqu'un en prison, par exemple, parce qu'il a fait une bêtise, c'est une atteinte au droit de vivre librement. Mais pourtant, c'est reconnu, c'est légitimé dans tous les pays du monde. Et donc, on peut porter atteinte aux droits humains. D'ailleurs, les sociétés sont en constante recherche d'équilibre entre les droits des humains, le droit des entreprises. Donc on peut porter atteinte aux droits des humains de la même manière qu'on peut porter atteinte aux droits des écosystèmes, mais par contre, par défaut, on va pas se dire on va exploiter la nature par défaut, mais par défaut, la nature a des droits. Une forêt est souveraine d'elle-même. Les arbres appartiennent en fait à la forêt avant d'appartenir à des propriétaires humains. Et donc c'est ça qu'on recherche, quoi. L'idée, c'est pas de plus pouvoir rien faire avec la nature, mais c'est d'essayer de rechercher le juste équilibre, la juste place des collectifs humains au sein de leur milieu naturel. Il y avait une intervention, question. Je voulais savoir, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, d'accord, il y a une vision, il y a une compréhension de la nature comme faisant partie d'une histoire ancestrale, mais comment, si on voulait appliquer ça en cas européen, comment concrètement on pourrait faire, parce qu'il y a cette dualité avec la présence. Ouais. C'est un peu la question à 1000 euros. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas spécialement pour ou contre le fait de transposer ces initiatives comme telles dans un système juridique occidental qui, effectivement, n'a pas le même arrière-plan cosmologique, quoi. C'est pas un scoop qu'en France ou en Suisse, en France métropolitaine en tout cas, on ne reconnaisse pas aux grenouilles ou au cèdre une âme, et donc on n'a pas du tout ce même rapport à la nature. Donc la question effectivement est légitime de se dire, est-ce qu'on prend ces initiatives-là telles qu'elles se sont déployées en Nouvelle-Zélande, en Colombie, en Bolivie, en Équateur, dans des contextes très particuliers qui sont des contextes post-coloniaux, il y avait différentes cosmologies qui s'affrontaient entre guillemets. Pour moi, la question elle peut quand même se poser, parce que c'est pas forcément indépassable, quoi. Le fait de se dire, tiens,
écosystème était déjà sacré, du coup, on le reconnaît comme personne juridique. Effectivement, c'est un préalable qui est un peu facilitant, entre guillemets. Mais d'un autre côté, nous, dans nos sociétés occidentales, la science, par exemple, a une place extrêmement importante. Et quand on regarde ce que dit la science, ce que dit la biologie, ce que dit l'écologie, de nos relations avec le reste du vivant, en fait, on retrouve quand même beaucoup de choses qui sont similaires à ce que disent les cosmologies maoris, les cosmologies autochtones en Colombie ou en Bolivie. C'est-à-dire une interrelation entre tous les éléments qui forment un écosystème, une interdépendance franche. Enfin voilà, nous on peut pas. L'eau qui est dans ce verre, tout ce qui est autour de nous, dépend in fine d'un socle naturel écosystémique. On est tous ancrés dans une réalité naturelle. On a tous, il y a toute cette interdépendance entre éléments d'un écosystème, et donc finalement on pourrait se dire que la science montre cette interdépendance-là et que ce lien d'inséparabilité entre nous humains et le reste de la nature pourrait être, est attesté scientifiquement et pourrait du coup être reconnu dans le droit sous forme de l'attribution de droits aux écosystèmes, pas à un individu animal entre guillemets, à tel arbre ou à telle grenouille, mais à la relation qu'ont les humains aux écosystèmes. Donc voilà. Mais après ça peut, c'est discutable. Hein. Moi, j'entends aussi les arguments qui disent que c'est trop bizarre, entre guillemets, ou c'est pas applicable chez nous. Il y a des juristes qui défendent ça et qui disent qu'on a déjà un arsenal juridique important en France, en Suisse, dans l'Union européenne pour défendre le droit de l'environnement, que toutes ces dispositions juridiques ne sont pas appliquées en fait. Et donc il faudra déjà appliquer ce qu'il y a dans le droit plutôt que d'aller chercher de nouvelles représentations du monde qui demanderait à nouveau de la formation des juges, etc. Alors que déjà en France, les juges ne sont pas du tout formés aux questions environnementales. Donc il y a peut-être effectivement d'autres priorités. Après, former les juges aux questions environnementales, c'est un nécessaire, mais il n'y a pas la dimension symbolique ou un peu plus philosophique recherchée par le mouvement des droits de la nature, qui est de passer un peu le pas, de sortir complètement justement de ce dualisme humain-nature et de chercher autre chose. Est-ce que tu as une interprétation par exemple, protection de la nature en France, les projets autoroutiers ces derniers mois, j'ai quand même l'impression que le système juridique ne fait pas forcément grand-chose, même s'il y a forcément des cadres. Est-ce que tu as une interprétation sur pourquoi la lutte écologique en France, par exemple, contre l'autoroute à Castres, ils ne pensent pas dans ce prisme de donner un droit? Il y a des mouvements écologistes en France qui se saisissent de cette question d'accorder des droits à la nature. Par exemple, le glacier de la Girose, aujourd'hui, pas très loin d'ici, au pied de la Meije, qui est menacé par un projet d'extension de téléphérique sur la station de la Grave pour faire ensuite la liaison avec les deux Alpes. C'est une atteinte claire aux équilibres écologiques du glacier, d'aller construire un téléphérique à 3600 mètres dans le contexte de changement climatique qu'on connaît. Donc il y a des écolos qui se sont mobilisés, qui ont fait une ZAD pour aller bloquer les travaux, pour éviter que les hélicoptères puissent atterrir. Et dans leur discours, ils se sont vraiment mobilisés pour défendre les droits du glacier à vivre sereinement, quoi. Et donc on a quand même dans certains... Justement, tu commences à ta question par l'idée de protection de la nature. Hein. En fait, cette idée de protection de la nature, c'est un peu une vision qui est pas mal remise en cause par les mouvements écologistes actuels, parce qu'elle se base, les deux termes en fait de l'équation sont discutables. Le terme de protection, il est discutable, parce que pour protéger quelqu'un, il faut reconnaître déjà que c'est quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre est en position de faiblesse et de fragilité. Or, c'est pas forcément le cas. Nous, humains, on est, par rapport au mécanisme du vivant, à ce qui fait la richesse d'un écosystème, de quel droit déjà on s'exclurait de cet écosystème, et on pourrait se dire qu'on est en position de le protéger. C'est un peu une manière un peu paternaliste en fait de dire on va protéger la nature. Et le concept de nature ou d'environnement est discutable aussi, parce qu'on reste dans cette optique un peu dualiste de nous d'un côté, la nature de l'autre. Et on reste un peu toujours dans cette logique dualiste de par défaut on va exploiter la nature et on va se permettre à côté de sanctuariser certains éléments de la nature. Et donc le droit de l'environnement en France, mais je pense en Suisse aussi et dans le reste des pays de l'Union européenne, s'est construit sur cette logique dualiste, c'est-à-dire on autorise de manière générale l'exploitation des ressources naturelles et à côté de manière résiduelle
on peut protéger la nature, mais ça va être le statut d'espèce protégée, par exemple. Donc on choisit, nous, quelle espèce on va protéger, et ça veut dire que toutes les autres n'ont pas ce statut-là et ne peuvent pas l'invoquer. Ou ça va être le statut, par exemple, de parc national, d'aire protégée, où on va protéger simplement certaines zones, certaines parcelles de nos territoires, ce qui veut dire, en fait, que derrière, sur le reste du territoire, on peut un peu faire n'importe quoi. Et le mouvement des droits de la nature, justement, cherche à dépasser ça en disant, en reconnaissant des droits à tous les éléments naturels de manière générale, et ensuite, dans la mise en application de ces droits, va avoir lieu le débat sur quels usages on permet, quels usages on ne permet pas. Mais ce n'est pas d'un côté, on va exploiter le sous-sol ici et puis on va le protéger à côté. C'est un peu de dépasser cette vision-là. Et du coup, dans les mouvements, je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui a été extrêmement importante pour le mouvement écolo en France, en tout cas ces dernières années. Il y avait vraiment cette volonté de dépasser la protection de la nature ou la protection de l'environnement telle qu'elle s'est construite ces 50 dernières années. Sur les panneaux, dans les manifestations à Notre-Dame-des-Landes ou à l'entrée de la ZAD, il y avait écrit « Nous ne protégeons pas la nature, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Donc on voit vraiment là le décalage de vision avec la vision un peu classique de protection de l'environnement, où on ne se pose pas en défenseur d'une nature fragile à préserver, mais en fait on se pense au sein de cet écosystème-là, de ce bocage-là, qui est mis en péril par un projet néfaste d'aéroport, et on le défend, non pas parce que, on le défend parce qu'il est fragile, qu'on va agir, nous, humains, omnipotents, mais parce qu'on est partie prenante de cet écosystème, on en fait partie, et à ce titre-là, on va le défendre. Et on a vu, par exemple, à la Girose, nous ne défendons pas le glacier, mais nous sommes le glacier qui se défend. Enfin, on a un peu ce décentrement de regard qui se fait. Donc à Castres, je ne sais pas exactement, je parle... Est-ce que tu as une analyse sur pourquoi est-ce que ça ne devient pas institutionnalisé, ce changement de paradigme, et que ça soit... Enfin, que, par exemple, les députés il y a quand même une institutionnalisation. On parlait de la Nouvelle-Zélande, on parlait de la Colombie, de l'Équateur, de la Bolivie. Donc dans certains pays, ce droit-là, et dans le droit dur, on va dire. En Espagne aussi, plus dernièrement, une lagune, la Mar Menor, qui est une lagune magnifique, mais qui est menacée par l'urbanisation côtière, par l'agriculture intensive, par le tourisme de masse, a été reconnue personne juridique dans le droit espagnol. Donc on a aujourd'hui une lagune qui peut aller devant un tribunal pour dire, regardez, vous allez construire tel complexe touristique, mais c'est une atteinte manifeste à mon droit en tant que lagune de vivre sereinement, et une atteinte à mes équilibres écologiques. Là encore, il y a une représentation humaine, bien sûr, de la lagune derrière, un comité citoyen, un comité scientifique qui parlent au nom de l'écosystème, mais on a quand même ça commence quand même à bouger en Espagne, en France aussi. Alors en France métropolitaine peut-être un peu moins, mais en Nouvelle-Calédonie par exemple, dans le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, qui est différent du droit hexagonal français, il y a cette possibilité de reconnaître des droits du fait, encore une fois, de la cosmologie kanak, du contexte postcolonial, mais ça commence quand même à arriver en France. Après, pour être honnête, je pense que le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de loi en France qui reconnaissent les écosystèmes ou les fleuves et les forêts comme personnes juridiques, c'est que derrière, c'est pas anodin de reconnaître des droits à une forêt. Donc aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la majorité politique en France soit dans une logique de préservation du vivant. Donc je ne vois pas pourquoi ils reconnaîtraient des droits à la nature, à un fleuve, à une forêt, alors qu'à côté, clairement, ils font n'importe quoi sur des questions, je sais pas, sur les pesticides, sur l'autoroute A69 à Castres, il y a plein de projets d'aménagement hyper néfastes en France aujourd'hui qui sont avalisés par la représentation nationale, par l'Assemblée nationale. Donc, ils ne vont pas reconnaître des droits. Ça serait complètement illogique de reconnaître des droits à une forêt et à côté d'autoriser un projet autoroutier sur certaines forêts, quoi. J'ai une question qui fait un petit peu écho, qui élargit un peu celle que je viens d'entendre. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs axes de prise de conscience ou d'évolution. Il y a l'axe juridique, puis des lois, des procès, des jurisprudences. Il y a quelque chose de culturel qu'on peut placer à l'échelle
alors, de la civilisation ou des choses plus localisées. J'ai entendu parler des cosmologies, voilà, des cultures. Et puis il y a aussi comment la population peut prendre conscience, pas forcément de façon globale, des associations, des militants, des écolos. Donc une partie de la population qui prend conscience et qui peut se placer protectrice. Puis ma question, ça serait comment est-ce que sur ces 3 champs, est-ce que ça évolue, est-ce que ça interagit les uns sur les autres? Est-ce que les écolos peuvent réussir à peser sur le système juridique? Ou est-ce qu'ils pèsent sur la population générale pour essayer de faire prendre conscience de cette notion de Pachamama, par exemple? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça de choses où on voit évoluer et puis il y a un axe qui arrive à emmener l'autre? Peut-être dans des pays, je ne sais pas, il y a des super juristes qui arrivent à faire avancer le truc avant tout le monde. Et puis ça emmène le reste, la culture et les mouvements. Enfin voilà, quels sont les axes qu'on peut imaginer Je dirais tous les axes possibles et nécessaires pour mener le combat. Après, c'est une bonne question parce qu'effectivement, par exemple, je pense en Nouvelle-Zélande, on a parlé du cas néo-zélandais, ça s'est fait par la loi. Donc c'est le Parlement en négociation avec les communautés maoris qui ont imposé entre guillemets quelque chose. Et c'est pas forcément le cas partout. Par exemple, en Colombie, le fleuve Atrato ou une partie de la forêt amazonienne ont été reconnus personnes juridiques dotées de droits propres. Et ça s'est fait parce qu'un juge l'a décidé en fait. Mais le juge, il n'a pas décidé tout seul. C'était des citoyens, des collectifs de citoyens, comme on l'a vu aussi. Il y a eu beaucoup de procès ces dernières années qui attaquaient, par exemple, l'État français a été attaqué pour inaction climatique par des ONG. Aux Pays-Bas, aux États-Unis, il y a des collectifs de citoyens ou d'enfants qui se sont aussi mobilisés pour faire valoir leurs droits et le droit des générations futures à un environnement sain. Et en Colombie, c'est parti de là. C'est parti d'un collectif de citoyens et d'un collectif de jeunes qui ont dit nous, on habite sur les bords de l'Atrato. C'est un fleuve qui est complètement pollué par la pollution au mercure, du fait notamment de l'exploitation minière des mines d'or en amont du fleuve, qui est pollué par la déforestation, qui est vraiment en piteux état et qui met en péril notre droit de vivre dans un environnement sain. Donc c'est vraiment partie de mobilisation locale. Et derrière, le juge a dit, mais en fait, vous avez raison, et on va même aller plus loin, on va reconnaître des droits au fleuve, et vous allez être les représentants du fleuve. Bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu, parce que du coup, en fait, il y a eu des débats et vraiment des difficultés de mise en œuvre de la représentation du fleuve. C'est-à-dire, le juge n'a pas du tout été clair. Il a dit, les communautés locales, vous êtes les représentants du fleuve. Sauf que les communautés locales, c'est pas forcément aussi clair qu'en Nouvelle-Zélande, où il y a les Maoris historiquement qui étaient là. Donc là, il y avait différentes communautés locales qui correspondent à différentes histoires, à différentes ethnies, à différents intérêts. À différentes associations aussi qui étaient partie prenante du truc, et du coup il y a eu pas mal de difficultés à vraiment se dire nous gardiens du fleuve, déjà ils n'avaient pas forcément tous la même vision du fleuve, il y en a qui étaient plus en amont, d'autres plus en aval, donc déjà le fleuve ça voulait pas forcément dire la même chose pour tout le monde, mais ils ont quand même été complètement inclus là-dedans. Et donc c'est parti d'une mobilisation de la société civile, donc plutôt le volet culturel, c'est ensuite passé par le volet juridique, la reconnaissance par un juge assez progressiste de droit à la nature. Et ensuite, ça reboucle, on va dire, avec l'aspect culturel. Parce que, par exemple, dans toutes les écoles maintenant sur les bords du fleuve, la décision de justice qui reconnaît des droits au fleuve a été traduite en chanson, en fait, en poème, quoi, donc dans la culture populaire. Hein. Et donc, c'est passé d'un texte de droit aride à une sorte d'hymne du fleuve. Et maintenant, cet hymne est récité dans beaucoup d'écoles et à chaque réunion des gardiens du fleuve, ils chantent cet hymne, etc. Bon, ça peut paraître un peu dérisoire ou bizarre, mais d'un autre côté, ça passe aussi par ça, quoi, par le culturel, par l'imaginaire, et chanter une chanson où on reconnaît le fleuve comme, comme un autre, et non pas simplement comme une source d'exploitation ou quelque chose qui est pollué par le mercure. C'est aussi faire évoluer les mentalités. Donc pour moi, tout est en interaction. Le droit, c'est pas une sphère autonome. Le droit, c'est un système de régulation de notre vie en collectif, quoi, grosso modo. Donc faire évoluer le droit, reconnaître le droit de vote aux femmes en 1944 en France, ça a été une manière, je pense, de faire évoluer les mentalités collectives. Donc avoir un système juridique progressiste, c'est une manière derrière de faire évoluer la société et nos représentations culturelles, de faire aussi évoluer le système économique
Mais derrière, le droit, souvent, il se traduit aussi des mouvements profonds de la société. Voilà, enfin, je sais pas, l'inscription, dernièrement, le Parlement français a voté l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, bah, ça traduit aussi quelque chose de mouvements plus profonds de la société. Donc le droit est en interaction constante, en fait, avec la société qui l'encadre. Donc il ne faut pas tout miser sur le droit, parce que le droit ne peut pas tout, mais ça peut être un instrument intéressant pour avancer sur ces questions-là. Mais justement, ouais, je te laisse dans 2 secondes. Mais justement, certains y voient ici peut-être aussi une limite dans ce processus de transposition sous nos latitudes, ce que tu disais tout à l'heure, parce que autant cet aspect culturel est plus fort chez les Maoris, parce qu'il y a déjà une idée d'animisme, de côté sacré, religieux, enfin voilà, qui vraiment la rivière a une âme, donc elle a déjà une forme de personne. Et ce qui est d'autant plus difficile à faire, peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que certains critiquent, dans nos latitudes où il n'y a pas cette dimension spirituelle ou sacrée des entités naturelles. Oui, bah, tout à fait. Bah, ça reboucle la question que tu posais tout à l'heure. C'était plutôt sur l'aspect sacré, spirituel que tu posais la question, mais je pense que on en a parlé, l'aspect aussi qui peut poser problème, c'est celle de la représentation légitime. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, dans un contexte post-colonial, où les communautés maoris, en fait, ont subi... il y a un parallélisme évident entre ce qu'ont subi les populations autochtones et ce que subit la nature et les écosystèmes là-bas. Les Maoris étaient les représentants légitimes du fleuve, là où en France, dire par exemple accorder des droits à la Loire, à la Durance, qui sont au Rhône, l'appel du Rhône aussi, l'initiative entre la France et la Suisse, pose un peu plus question sur cette question de qui est le représentant légitime du fleuve, qui peut parler au nom de la rivière, sachant qu'on n'a pas de communauté autochtone, qui aurait des droits ancestraux liés au fleuve. Et ça, encore une fois, c'est une question, moi, j'ai pas la réponse, il n'y a pas de réponse, je pense, universelle. Ça dépend, c'est contextuel, ça dépend de chaque contexte. En Espagne, je disais, c'est un peu là le dernier exemple qu'on a en date d'initiative vraiment juridique où dans la loi on reconnaît des droits à un écosystème, une lagune. La solution qui a été trouvée, ça a été d'avoir une représentation citoyenne du fleuve, qui associe les associations de protection de la nature, les collectivités locales, des associations locales, adossées à un comité scientifique qui dit quand même quel est l'état du fleuve aujourd'hui. Quelles sont les menaces, les pressions qui pèsent sur la lagune, pardon, c'est pas un fleuve, mais sur l'écosystème. Et donc, je pense que effectivement, il ne faut pas se raconter d'histoires sur des cosmologies qu'on pourrait avoir enfouies au fond de nous dans un contexte occidental. Il n'y a pas de peuple de Loire, il n'y a pas les gens qui habitent en bord de Loire. Moi, je suis né à Orléans, en bord de la Loire. On n'a pas un rapport sacré au fleuve, donc je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher quelque chose de ce côté-là. Mais par contre, on est des sociétés qui, comme je le disais, accordent beaucoup de place à la science, par exemple, et donc se baser sur ce que dit la biologie, ce que dit l'écologie, qui reboucle aussi pas mal avec en fait ce que disent les Maoris, avec leurs savoirs fondamentaux, avec leur rapport traditionnel à la rivière, avec leur appartenance particulière à un écosystème. Se fonder là-dessus, ça peut être une manière de reconnaître des droits à un fleuve, à une forêt. Mais bon, c'est toujours en débat. Hein. Moi, honnêtement, je suis pas là pour dire qu'il faut reconnaître tous les fleuves, toutes les forêts, toutes les montagnes de France métropolitaine sujet de droit, mais en tout cas, ça ouvre une brèche dans notre esprit un peu dualiste qui est intéressante, je trouve, pour repenser la manière dont on se relie à la nature et la manière dont on la protège, entre guillemets, avec tous les guillemets qui s'imposent, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je crois qu'il y avait il y avait une réaction. Excusez-moi, vous savez en Suisse s'il y a des représentants, je sais pas, du bureau, des représentants de certains naturels, d'endroits spécifiques Je sais qu'il y a une. En tant que personne, du coup, il y a une. des personnes qui prennent la place au nom de la nature, si on peut spécialiser les gens. Ouais,
Il y a pas de. Enfin, si la question c'est dans le droit dur entre guillemets, non, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance en Suisse d'écosystème qui est reconnu personne juridique avec des droits propres associés. Par contre, il y a des initiatives citoyennes. On l'a mentionné, l'appel du Rhône, par exemple. Donc, bon, ça fait un moment que j'ai pas regardé les actualités, mais je sais qu'il y a un processus en cours justement sur reconnaître le Rhône comme sujet de droit. En plus, l'avantage et la difficulté aussi du Rhône, c'est que c'est un fleuve international, quoi. Donc, il prend sa source en Suisse et puis son estuaire est en France. Donc, ça pose aussi des questions d'articulation des droits nationaux, parce qu'en plus, la Suisse n'étant pas dans l'Union européenne, enfin voilà, c'est encore plus difficile, je pense, de trouver un terrain d'entente. Mais c'est une initiative intéressante qui justement pose cette question de la représentation et qui a évolué au début. Alors je sais plus, je crois que c'est 2018-2019, le début de la réflexion, c'était effectivement reconnaître le Rhône comme sujet de droit intrinsèque et de vraiment copier entre guillemets ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Puis en fait, au fil de la réflexion, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas forcément l'angle le plus pertinent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est un peu similaire à ce qu'a été la Convention citoyenne pour le climat en France, où ils ont tiré au sort des citoyens des deux pays, des riverains du Rhône, pour mettre en œuvre un collectif de citoyens, un collectif citoyen, une assemblée parlementaire du Rhône, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui réfléchit aux usages qui doivent être permis sur le fleuve, aux usages qui doivent être bannis, etc. Donc on s'est un peu éloigné peut-être de vraiment reconnaître dans le droit pur des droits au Rhône, mais il y a quand même cette initiative-là, comme il y a eu sur la Loire, le Parlement de Loire, qui visait à se dire effectivement qu'est-ce que ça qui était un peu une forme de fiction collective en se disant et si on reconnaissait des droits à la Loire, et si Loire, en enlevant l'article, devenait une personne juridique, qu'est-ce que ça pourrait entraîner, qui pourrait être apte à parler au nom du fleuve, etc. Donc, mais ça reste encore, oui, ça reste de la réflexion collective, quoi. Enfin, en fait, en tout cas en France, j'étais en novembre sur les bords de la Durance, dans le sud de la France, qui est un affluent du Rhône, qui a reconnu, qui a fait sa déclaration des droits de la Durance. C'est un des fleuves les plus aménagés de France. Il y a plusieurs barrages hydroélectriques qui coupent la continuité écologique du fleuve. C'est un fleuve qui est... Il y a 50 ans, on pensait faire du riz, cultiver du riz sur les bords de la Durance, parce que c'était un fleuve qui sortait souvent de son lit, qui était bien en eau, qui coulait directement de la montagne de Montgenèvre. Aujourd'hui, quand on voit le lit de la Durance, je ne sais même pas si on peut encore parler hydrologiquement de lit, puisque c'est complètement à sec, quoi. Donc, et donc il y a des citoyens, des collectifs qui se sont mobilisés sur les bords de la Durance pour reconnaître ce fleuve, cette rivière, comme personne juridique, dotée de droits propres, etc. Mais ça bouge pas mal, mais ça reste du droit soft, entre guillemets. C'est pas dans la loi, quoi. Donc, mais c'est bien qu'il y ait des collectifs qui se mobilisent qui se saisissent de ces questions-là pour essayer de faire évoluer le droit, quoi. Il y a un peu cette idée sous-jacente un peu à beaucoup de choses qui ont été discutées maintenant, qu'on n'a pas encore abordé, qui est d'ailleurs dans le sous-titre de ton livre, la question des communs. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Tu en as déjà un peu parlé de manière indirecte, mais c'est quoi cette histoire de communs? Les communs, c'est un mouvement de pensée qui partage avec les droits de la nature la volonté de sortir d'une vision complètement propriétaire de la nature, quoi. En gros, c'est des travaux. Les communs, ouais, ça vient d'Elinor Ostrom, qui est une économiste américaine, et qui, en fait, s'est rendu compte que dans l'histoire, il y avait plein de ressources naturelles, que ce soit des forêts, des pêcheries, des rivières, des lacs, qui avaient été gérés, entre guillemets, en commun. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de propriété trop établi ou dur sur ces écosystèmes-là, et qu'en fait, ça s'est bien passé. Parce que l'idée dominante à partir des années 50-60 dans la recherche, c'était qu'un écosystème ou des ressources qui sont gérées en commun vont forcément être surexploitées parce qu'on est des individus rationnels économiquement, qu'on va tous chercher notre profit individuel, et que du coup, cette collection d'individus privés va conduire, je sais pas, un pâturage par exemple géré en commun à la perte, au surpâturage, parce qu'il n'y aurait pas de droit de propriété particulier sur ce pâturage. Et Ostrom et puis tous les économistes et juristes qui
qui lui ont succédé ont montré que non, aujourd'hui dans le monde, mais aussi dans l'histoire, on avait des manières de gérer en commun des ressources naturelles de manière soutenable. Et à la base, bon, il n'y a pas forcément de lien direct avec les droits de la nature, mais en fait, quand on regarde la manière dont se sont déployés les droits de la nature en Nouvelle-Zélande ou en Colombie, on retrouve en fait ce qui fait l'essence d'un commun, c'est-à-dire une ressource naturelle, enfin un écosystème, une réalité naturelle, avec des règles, ce qu'on appelle un faisceau de droits, donc un régime de régulation de cet écosystème, donc des droits, par exemple, on peut faire ci, mais on ne peut pas faire ça, des droits différenciés selon les usagers, et puis une communauté de gouvernance du fleuve, de l'écosystème, donc en Nouvelle-Zélande, par exemple, les Maoris. Et donc l'idée de mettre en dialogue le mouvement des communs avec la reconnaissance de droits à la nature, c'était dans la logique de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire de pas que on parle de droits de la nature par facilité de langage, mais en fait, c'est pas la nature, encore une fois, contre les humains, mais que les humains sont vraiment inclus dans ce processus-là, et que derrière, au-delà de l'aspect un peu symbolique de reconnaître des droits à un fleuve, c'est toute la gouvernance, tous les usages de ce fleuve qui sont repensés dans la reconnaissance de ces droits. Et c'est là où le parallèle avec les communs se fait. C'est-à-dire qu'on reconnaît des droits à un fleuve pour derrière nous, collectivement, se dire qui est légitime à représenter ce fleuve, quels usages sont légitimes, sont acceptables et digestes par le milieu et lesquels ne le sont pas. Donc c'était ça un peu l'idée de mettre en dialogue les communs avec les droits de la nature. C'était de montrer que les humains ont toute leur place en fait dans ce processus-là. Voilà. Très bien. Tu as parlé en effet de certains exemples de personnification, de rivières, à différents stades et à différentes échelles. Finalement, on se pose aussi la question que tu poses dans ton livre, la question logique, est-ce qu'on peut tout personnifier? Est-ce qu'il y a une limite à la personnification de la nature? Tu parles, est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce qu'un coquelicot aurait-il des droits? Jusqu'où concrètement on peut aller? Ça, c'est une question qui fait pas mal débat, notamment entre les défenseurs des droits de la nature, qu'on approche un peu par les écosystèmes, et les défenseurs plutôt animalistes des droits des animaux, qui ont l'approche très individualisée des animaux. Et effectivement, on a des initiatives de personnification juridique, donc le fait d'accorder des droits à des éléphants, à des gorilles par exemple. On a le cas d'un éléphant, l'éléphant Happy, dans le zoo de New York, qui avait été reconnu personne juridique par un tribunal new-yorkais doté de droits propres, etc. Et donc on pourrait se demander, est-ce que finalement il faut accorder des droits à chaque animal, à chaque plante, à chaque être vivant, mais jusqu'où effectivement on s'arrête, quoi. C'est-à-dire si on reconnaît des droits à un éléphant ou à un gorille, est-ce qu'on en reconnaît à une libellule? Est-ce qu'on en reconnaît à des microbes? Jusqu'où on place la limite? Et si un, pourquoi pas l'autre? Si un éléphant, pourquoi pas l'autre? Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Déjà, est-ce qu'on reconnaît à tous les éléphants ou juste à Happy dans le zoo de New York? Pour moi, c'est une manière. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, puisque en souhaitant reconnaître des droits à des animaux individualisés, on reste dans une approche assez anthropocentrée, c'est-à-dire par rapport à nous, êtres humains. Généralement, les défenseurs des droits des animaux n'ont pas forcément la même approche avec les libellules ou les hannetons qu'avec les gorilles ou les éléphants, alors que pourtant, ils ont tous un rôle dans l'écosystème, ils ont tous un rôle écologique, mais généralement, on souhaite reconnaître des droits aux animaux qui nous ressemblent humains, donc le gorille, parce que il a un aspect quand même assez proche de l'humain, l'éléphant parce qu'il a une mémoire ou des capacités cognitives proches de celles des êtres humains. Donc ou le chien parce qu'il est plus proche de nous. Oui, ou parce qu'on a un lien affectif particulier. Donc on reste quand même dans une approche assez anthropocentrée de qu'est-ce que ces animaux ont par rapport à nous, êtres humains, et individualisé en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça fait sens de reconnaître des droits à chaque animal alors qu'ils font tous partie d'un même écosystème dont on fait partie nous aussi? Moi, j'ai plutôt une approche justement écocentrée, donc de se dire, de partir de l'écosystème dans son ensemble, et le fait de reconnaître des droits à une forêt, forcément, in fine, on reconnaîtra, c'est reconnaître aussi le droit des arbres à vivre, mais c'est aussi se laisser un peu de marge, parce que reconnaître des droits individualisés à un arbre et à un castor, par exemple, après comment on arbitre quand la castor, par exemple, va aller grignoter le bas de l'arbre, alors que le fait de reconnaître
au fleuve de manière générale, on se dit bah oui, en fait, le castor il va manger le bas de l'arbre parce que ils font partie du même écosystème et ça nuit pas aux équilibres écologiques de l'ensemble. Donc pour moi, le fait d'avoir une approche plutôt par les fleuves, par les forêts, plutôt que par les chiens, les chats, les castors, les arbres individualisés, c'est peut-être plus intéressant, mais enfin, c'est ouvert à débat. Et la question de la représentation aussi est peut-être plus facile si on a une approche par les écosystèmes qui inclut les humains que par les animaux individualisés. Enfin, si on reconnaît des droits à tous les chats de toute la Terre, bon, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a peut-être 1 ou 2 milliards à la louche. Est-ce qu'il faut un représentant pour chaque chat? Comment ça se passe concrètement? Et la question se pose après pour toutes les espèces animales, pour toutes les espèces végétales. Et pourquoi nous, humains, on pourrait parler au nom des chats, alors que si on reconnaît à des ensembles, à des milieux de vie, des milieux naturels, des fleuves, des forêts, des montagnes, ça pose quand même effectivement la question des limites, mais déjà ça restera un peu le débat. Et nous, humains, en tant que vivants, habitant cet écosystème, on pourrait légitimement avoir un droit de traduction de ce que souhaite l'écosystème ou de représentation de la nature. Ouais. J'ai une question sur la question du critère. Je n'ai pas assisté à tout le débat, mais le critère du juste, en fait, est-ce que le critère, c'est pas fondamentalement l'équilibre de l'écosystème et l'usage durable, en fin de compte? Alors on pourrait donner des exemples, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais il est légitime d'écraser le droit du moustique. Fait qu'on a quand même le droit de l'écraser quand il pique la cuisse. On n'a pas le droit de lui envoyer des produits chimiques, par exemple. Parce que là, on atteint à quelque chose de plus large que le moustique. De manière générale, c'est un moyen, on dira, disproportionné. On pourrait décrire le disproportionné. Donc, par rapport à une rivière, et là, on pourrait avoir très vite des gros enjeux, parce que si on prend la Vienne, par exemple, sur lequel il y a deux gros réacteurs nucléaires, si gros, sauf erreur, je suis allé, c'est un affluent de la Loire, eh bien, il y avait une quantité invraisemblable de cyanobactéries. Ça sent extrêmement mauvais, parce que l'eau était trop chaude. Que les deux réacteurs envoient quand même l'eau facilement 2 mètres cubes seconde, donc retire 2 mètres cubes seconde de la rivière, rejette un petit peu d'eau chaude, donc je ne sais pas si l'équilibre serait restauré si on enlevait les 2 réacteurs, mais à partir de là, on voit que, enfin, si on pouvait le montrer, ça voudrait dire qu'on aurait un critère pour dire les 2 réacteurs ne sont plus légitimes, ou doivent s'arrêter de fonctionner en été. Par exemple. Mais après, on revient à des critères à la fois d'écologie scientifique et puis d'autre part à des critères de partage d'usage. Effectivement, il y avait une magnifique plage, on ne pouvait pas aller se baigner dans cette rivière et la buvette très agréable était très loin de la rivière, tout simplement parce que ça sentait. Donc là, il y a un usage qui est perdu, oui. Mais il y a un autre usage qui est gagné pour EDF. Donc en fait, il y a aussi l'autre usage qui est de produire de l'électricité qui pourrait être argumenté. Et est-ce que pour finir, la question des droits de la nature, c'est pas quelque chose qui est plutôt une image ou une figure qu'on met sur d'autres types d'enjeux tels que celui que j'ai donné sur l'écologie scientifique ou une biosphère viable et ceux de droits d'usage respectés quelque part. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. La question où est-ce qu'on place le curseur, enfin, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, les droits de la nature, c'est pas mettre sous cloche, enfin, voilà, reconnaître un fleuve comme personne juridique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire dessus, parce que, comme on l'a dit, on peut quand même avoir, enfin, même des gens qui ont reconnu des droits, on peut quand même avoir certaines atteintes à ces droits. Mais c'est la logique plutôt par défaut qu'on va essayer de changer. Mais effectivement, on reconnaît des droits à la Loire, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire sur la Loire, mais par contre, c'est se poser la question de qu'est-ce qui constitue une atteinte aux droits de la Loire et qu'est-ce qui n'en constitue pas. Donc, là, clairement, il n'y a pas de réponse universelle,
Mais effectivement, pour moi, ça fait appel à des principes d'éthique environnementale, de la justice. Qu'est-ce qui est juste d'un point de vue écologique, et que tu as mentionné. Enfin, je pense par exemple aux travaux d'Aldo Léopold sur l'écocentrisme, qui nous dit que est juste tout ce qui contribue à l'intégrité de l'écosystème, donc enfin, au maintien de ses équilibres écologiques, et est injuste tout ce qui porte une atteinte à ces équilibres-là. Donc après, une fois qu'on a dit ça, bah, on a à la fois tout dit et puis pas dit grand-chose, parce que qu'est-ce que c'est les équilibres écologiques de l'écosystème, et effectivement quels usages portent atteinte à ces équilibres-là, quels usages n'y portent pas atteinte. Ça appelle à des faits scientifiques, donc enfin, c'est pour ça que la solution retenue en Espagne, par exemple, d'adosser un comité citoyen avec un comité scientifique qui va dire quel est le bon état de la lagune, quelle menace, quelle pression pèse sur cet écosystème, lié du coup à quels usages, ça paraît être une bonne solution, mais ce comité scientifique est adossé à un comité citoyen qui va aussi débattre de quels usages on permet, quels usages on ne permet pas, parce que forcément il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Donc effectivement, pour moi, accorder des droits à un écosystème plutôt qu'à des entités vraiment individualisées, un animal, un arbre, une plante, c'est plus pertinent parce que ça permet d'avoir cette discussion-là de si on reconnaît des droits vraiment à tous les moustiques de France ou de Suisse, l'écraser, on pourra dire que c'est une atteinte manifeste à son droit à vivre. Par contre, si on reconnaît plus largement des droits à un écosystème, on pourra se dire que couper tel arbre, c'est pas forcément une atteinte aux équilibres écologiques parce que voilà, nous aussi on est des êtres vivants qui avons besoin de nous nourrir, de nous loger, donc tous les êtres vivants en fait constituent des niches écologiques autour d'eux et font des atteintes aux écosystèmes. Mais la question c'est celle du curseur et c'est celle de jusqu'où on peut aller. Et du coup effectivement derrière les droits de la nature de dire on reconnaît tel fleuve personne juridique, la question politique qu'il y a derrière c'est quel usage on permet, quel usage on ne permet pas. Après, sur le cas des centrales nucléaires, je sais pas, effectivement ça paraît être un cas majeur de pollution des fleuves, donc j'imagine que il y aura certaines industries qui seront perdantes si on reconnaît des droits aux fleuves ou aux écosystèmes. Donc, ouais. J'ai une question, mais je ne sais pas, parce que je sais les traiteurs si vous en avez parlé. Il y a, je crois, 1 an et demi, au FDH, il y avait eu un film sur la pollution en Inde. Et il y avait un homme qui était là pour débattre. Et il parlait d'écocide et du fait de faire des lois au tribunal international pour les écosystèmes. Vous avez trouvé le terme d'écocide, mais je ne sais pas où c'en est. C'était il y a 1 an et demi que vous avez parlé de ce sujet. Et même si c'est des lois qui prennent beaucoup de temps alors que la nature se dégrade beaucoup plus vite, il fallait quand même un cadre juridique pour pouvoir, je ne sais pas si on veut mettre juger Bolsonaro, là il faut quand même un cadre juridique. Donc je ne sais pas où c'en est si vous êtes... au niveau international, ça n'a pas beaucoup bougé, parce qu'il y a différentes initiatives pour reconnaître l'écocide. Donc l'écocide, vraiment, c'est une approche par le droit pénal, c'est-à-dire, c'est pas on a fait un préjudice écologique, on a pollué telle rivière, du coup on va la réparer. Ça c'est plutôt du ressort du droit civil, c'est-à-dire de réparer un dommage fait à une tierce personne. Le droit pénal c'est vraiment punir parce qu'on considère collectivement que c'est mal, entre guillemets. Donc il y a une approche plutôt morale à ça. Et effectivement on a pas mal de mouvements qui plaident pour reconnaître l'écocide dans le droit pénal, c'est-à-dire que typiquement si je pollue le lac Léman, je ne vais pas simplement payer compenser, faire la restauration du lac, mais je vais aller en prison parce que en fait, c'est interdit de faire ça. Donc c'est une approche encore plus forte en fait, parce qu'on va mettre en cause la responsabilité personnelle des individus, voire des entreprises. À l'heure actuelle, il y a effectivement des mouvements qui se battent pour reconnaître l'écocide comme un des crimes qui rentrent dans le cadre de la Cour pénale internationale. C'est la Cour qui existe, qui juge tout ce qui va être crime contre l'humanité, crime de génocide. Donc par exemple, aujourd'hui il y a une action en cours de l'Afrique du Sud contre Israël pour les crimes contre l'humanité et les risques de génocide sur la bande de Gaza. Donc ça c'est dans le scope de la Cour pénale internationale et l'idée c'est de faire entrer l'écocide là-dedans et de pouvoir derrière traduire par exemple le PDG de Total pour tout ce qu'il fait en Ouganda par exemple.
Ça, clairement, les États, pour l'instant, ne sont pas prêts à reconnaître l'écocide comme un crime international. Après, il y a certains pays qui reconnaissent l'écocide comme un crime dans leurs droits ou comme un délit. Je sais qu'en Russie, il me semble que c'est le cas, donc ce qui peut paraître un peu étonnant, mais c'était une des revendications qui avait émergé de la Convention citoyenne pour le climat en France, par exemple, qui avait été réunie il y a quelques années pour proposer une centaine de mesures pour accélérer la transition écologique. Ils avaient proposé de faire entrer l'écocide dans le droit pénal français. C'est une des rares mesures qui a été reprise par le gouvernement, alors qu'on sait que Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et derrière, ça n'a pas été vraiment suivi des faits. L'écocide a été repris, mais a été complètement désossé, entre guillemets. Et en fait, aujourd'hui, c'est un délit de pollution environnementale qui est passible, enfin, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Donc en France, on a un petit peu évolué là-dessus, mais à la marge. Et moi, je travaille à l'Office français de la biodiversité, qui est notamment en charge des activités de police dans l'environnement. Et je sais à quel point on est sous-doté en termes d'effectifs pour faire respecter le droit de l'environnement. Donc je ne suis pas sûr que créer un délit de pollution environnementale aujourd'hui en France, ça a changé grand-chose. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté c'est important de pousser aussi sur cet aspect pénal de l'écocide, quoi. Mais il faudrait déjà arriver, il semble qu'au FIFDH, ils avaient montré dans un film l'année dernière, je crois que l'Allemagne, la Hollande et la Belgique, si je ne me trompe pas, avaient réussi à faire condamner, puis je sais qu'en France ils l'avaient demandé, faire condamner leur État respectif pour inaction climatique. Déjà, commencer par ça, tant qu'on n'arrive pas ici, il y a le mouvement des aînés qui a dû aller jusqu'à la CEDH pour le demander, c'est quand qu'on va réaliser. Puis si tu reprends l'exemple de la France, effectivement, ils remettent les néonicotinoïdes, ici en Suisse les agriculteurs se plaignent pour les betteraves, donc ok, on continue. On ne va jamais s'en sortir si on ne prend pas ce problème comme un bras le corps. Oui. je suis d'accord avec vous. La France a été condamnée pour inaction climatique il y a quelques années. Il y a eu la pétition la plus signée de l'histoire en France. C'est la pétition qui s'appelle l'affaire du siècle. Ou Notre affaire à tous. L'affaire du siècle, qui était portée par le collectif Notre affaire à tous. Et qui en fait a permis effectivement de condamner l'État français pour inaction climatique et non-respect de ses engagements internationaux, typiquement en plus les accords qui avaient été signés à Paris. Donc, et c'était quoi cette condamnation? Elle est en cours d'application. En tout cas, le jugement a été rendu. Oui, mais ça prend du temps. Le jugement a été rendu et le juge administratif a dit pour respecter la trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc, par exemple, investir X euros. Alors, je ne sais pas s'ils allaient au détail près du budget, mais investir massivement dans les énergies renouvelables, dans les mobilités douces. Alors, la question des pesticides, par exemple, n'était pas traitée là-dedans parce que c'était vraiment l'angle énergétique carbone. Mais il y a quand même une décision qui doit être appliquée par l'État. Mais après, voilà, une fois que l'État a ça en main, il doit prendre des décisions qui sont des décisions politiques, qui engagent quand même, qui ne sont pas des décisions techniques. On sait très bien que pour changer de trajectoire, il ne faut pas simplement construire plus d'éoliennes, c'est quand même plus compliqué que ça. Et à l'heure actuelle, le gouvernement ne semble pas effectivement dans une trajectoire de respect de ses engagements internationaux. Donc, le droit, c'est une manière de mettre la pression sur le gouvernement, mais après, la politique, c'en est une autre. Le changement la culture, le changement de représentation culturelle de notre rapport à la nature, c'en est une autre aussi. L'engagement associatif, il faut activer tous les leviers qu'on peut avoir. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle, quoi. Mais le fait qu'un juge administratif, que le Conseil d'État ou le tribunal administratif de Paris ait condamné l'État pour une action climatique, c'est déjà une petite victoire. Alors peut-être que derrière, ça n'entraînera pas d'effets très concrets dans l'immédiat, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une victoire. Le fait, par exemple, que des militants, il y avait eu un mouvement de militants qui avaient décroché des portraits du président de la République pour manifester ce vide de l'action climatique en France. À Lyon, le tribunal à Lyon a considéré qu'il ne devait pas être poursuivi
parce qu'ils agissaient en état de nécessité. C'est une disposition qui fait que l'urgence est telle que en fait, on ne va pas considérer ce qu'ils ont fait comme une faute. Et donc le fait que le juge puisse juger qu'on est actuellement dans un état de nécessité qui puisse couvrir des actions de désobéissance civile, c'est aussi une petite victoire. Donc voilà, on peut aussi voir certaines actions en justice comme des victoires. Par contre, généralement, c'est quand on arrive au contentieux, c'est que le mal a déjà été fait. Et puis, ça demande beaucoup d'argent, d'investissement aussi pour les associations de protection de l'environnement. Alors que les grandes entreprises ou l'État aussi a des moyens de défense, généralement, qui ne sont pas proportionnés. Donc, le fait de reconnaître des droits à la nature peut aussi être une manière de rétablir un peu l'égalité des armes de ce point de vue-là. Tu avais une question? Ça fait très écho à ça, mais tu parlais du juge bolivien, c'est ça qui a pris une décision finalement Colombien. Sans discussion politique préalable. Est-ce que on pourrait espérer ça avec le système juridique français, par exemple, est-ce que un juge aurait est-ce qu'il y a le cas juridique qui permettrait à un juge de décréter la loi je pense qu'il n'y a rien qui l'empêche. Après, le système juridique est construit de telle manière qu'on a une première instance, ensuite l'appel et puis ensuite la juridiction suprême, que ce soit Conseil d'État, Cour de cassation en France. Donc c'est possible que l'instance d'après casse le jugement précédent. Par exemple, en Inde, le Gange ou la Yamuna, son affluent, avait été reconnu personne juridique, doté de droits, entité vivante. Et en première instance, et la cour d'appel avait cassé le jugement en fait, tout simplement parce qu'ils considéraient que c'était une cour localisée, locale, et que le Gange est quand même le fleuve, peut-être le plus grand fleuve d'Inde, je ne sais pas exactement, mais en tout cas un grand fleuve qui traverse plusieurs États indiens, et ils avaient considéré qu'un État indien seul ne pouvait pas décider ça pour tout le reste des États. Du coup, ils avaient cassé le jugement. Donc en France, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que ça entraînerait si effectivement le tribunal administratif de Lyon, par exemple, reconnaissait le Rhône comme entité juridique dotée de droits propres. C'est possible que ça passe, c'est possible que ça passe pas non plus. Après, je ne sais pas si l'approche par la reconnaissance jurisprudentielle par un juge seul soit celle à privilégier, parce que généralement... En Colombie, par exemple, il n'y avait pas de ressources propres, du coup, dédiées aux gardiens de la nature. C'était surtout symbolique, alors que quand ça passe par la loi, par une décision d'un conseil régional ou d'un conseil municipal, ça pourrait être budgété, donc il pourrait y avoir plus d'effets. Enfin, c'est bête, mais avoir des ressources matérielles pour mettre en œuvre les droits, c'est quand même important. Et puis, il y aurait une légitimité démocratique plus forte que si c'est une décision d'un juge seul, entre guillemets. Parce qu'on a beaucoup... Il y a beaucoup de mouvements politiques aussi aujourd'hui qui tapent sur la République des juges, sur des décisions de justice qui seraient prises sans l'avis du peuple ou à l'échelle européenne, etc. Donc ça pourrait aussi nourrir ça, le fait d'une justice un peu déconnectée. On l'a vu en France avec le Conseil constitutionnel qui a censuré une bonne partie de la loi immigration. Toute une bonne partie de l'opposition politique a dit que c'était n'importe quoi que des juges puissent censurer des dispositions votées par le Parlement. Donc, alors que, personnellement, je pense qu'ils étaient fondés à le faire, mais le fait de passer par la voie des juges n'est peut-être pas la plus pertinente. Ça peut être un dernier recours, mais... On va prendre les dernières questions, donc n'hésitez pas, c'est le moment maintenant si vous avez encore des questions. Ouais, alors moi je me demandais est-ce que tu penses que le fait de donner des droits à des écosystèmes, ça permettrait de faciliter, ça aiderait sur des sujets touchy, je pense notamment par exemple à la question du loup, qui du coup sont vraiment des conflits entre différents, entre les éleveurs, entre les écolos, les touristes, qui du coup il y a des tensions avec la présence des patous, ainsi de suite. Est-ce que du coup le fait de donner des droits à des écosystèmes, ça permettrait de rassembler un peu tout le monde là et de prendre en compte toutes les voix, du coup, et que ça serait une solution pour... En tout cas, ça pourrait créer une instance de dialogue entre les différentes personnes qui ont un droit légitime à parler au nom de la nature. C'est marrant parce que c'est la question que m'avait posée mon prof de droit lors de ma soutenance de mémoire, qui venait de Nice, donc du Mercantour. Il m'avait dit, mais c'est bien beau tout ça, mais si d'un coup le massif du Mercantour devient personne juridique,
est-ce que du coup c'est les bergers qui sont les gardiens de l'écosystème et est-ce que du coup les bergers ils ont le droit de décider qu'on va abattre tous les loups du coin quoi. Bon, c'était un peu caricatural parce que tous les bergers ne sont pas contre les loups, mais c'était effectivement c'est toujours cette question-là de qui est légitime à parler au nom de la nature. On a tous des relations, un berger qui vit, qui a passé sa vie dans le Mercantour a un rapport particulier à la montagne, à des savoirs locaux, peut savoir en fait comment fonctionne la montagne intrinsèquement bien mieux qu'un touriste qui passerait en randonnée là-bas. Mais à côté de ça, un employé du parc national de Mercantour a aussi des savoirs et des connaissances sur l'écosystème. C'est aussi ce qui peut être bon ou pas pour le massif. Donc c'est toujours cette question de la conciliation des usages qui est derrière. Mais pour moi, ça peut créer une instance de dialogue entre des personnes qui pourraient avoir des intérêts différents. Voilà, je pense que fondamentalement, il n'y a pas d'opposition fondamentale intrinsèque entre la présence de loups et des activités pastorales. Il y a des gens qui pensent différemment, mais je pense qu'il y a une conciliation qui est possible. Et le fait d'accorder des droits, de reconnaître le droit d'une montagne, d'un massif montagneux, au respect de ses équilibres écologiques, la présence de loups, d'un grand prédateur, généralement est quand même pertinente pour réguler l'ensemble. Et donc on pourrait partir de ça pour ensuite après discuter, mais d'un autre côté, vous berger qui a mené une activité pastorale qui a aussi façonné les paysages depuis des siècles, comment on fait? J'ai pas la réponse, mais en tout cas ça pourrait créer ça peut créer un dialogue sur ces bases de conciliation des usages. Et dépasser des oppositions peut-être caricaturales qu'on retrouve assez souvent sur ces questions-là. D'autres interventions avant qu'on termine? C'est le moment. C'était à 10 heures. Absolument, c'était il n'y a pas de souci. Peut-être. Non, c'était. Ah, c'est vrai? Ah non, il y a une erreur. Alors, désolé pour l'erreur. Thibaut, on a pris, alors désolé pour l'erreur, alors on a pris l'habitude dans tout ce qui a fait le philo de terminer avec la question la plus difficile pour nos invités. Pour toi, les Banepaki, c'est quoi? Tu m'avais bien expliqué avant la conférence que c'est. Non, mais voilà, de côté plus individuel. Avant de venir, pour moi, c'est surtout des souvenirs de fondue sur les bains ou de bière avec certains ou certaines d'entre vous dans la salle sur les bords du lac. Ok, chouette. Parfait. En tout cas, un grand merci pour ta présence ici, tes mots. On va rester un petit moment, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Juste avant qu'on termine, donc la suite Café Philo, Philo Bain. On continue en mars avec les bons horaires, on l'espère. Hein. C'est pas grave. Donc ce sera en effet sur le site. Donc le prochain rendez-vous, c'est le samedi 16 mars à 14h. On reçoit Adrien Klent dans le cadre du FIFDH, collaboration avec la FIFDH. On va parler de son livre dans lequel la paresse pour tous. On part de la question, et si on ne travaille que 3 heures par jour, ça fait un peu aussi écho à calendrier des bains, calendrier de l'avant des bains. Bon, on a travaillé sur la paresse. Et puis le lendemain, j'y arrive. Le 17 mars, dimanche à 10h, on reçoit Catherine Missenhorn, une Allemande qui vient à Genève le temps d'un week-end pour parler notamment de l'intelligence artificielle et de la question de l'art. Est-ce que c'est la fin de l'art avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Voilà. On continue donc jusqu'en juin, on a le programme. La suite de l'année arrivera plus tard. Dans tous les cas, c'est ici, c'est en ligne, n'hésitez pas. Un grand merci à Jeff au fond pour la caméra, le son, l'audio et tout le reste. Un grand merci donc à Thibaut, à toute l'équipe des Café Philo et à la UDP. Merci beaucoup. Voilà.